Le 26 juin 2024 au Palais de la Marina, une délégation de la conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France, conduite notamment par son président en exercice, le général Meïssa Niang, grand chancelier de l'Ordre national du Lion du Sénégal. L'une des principales attractions dans cette délégation en question, la présence du général Lecointre. D'où ces interrogations ce soir. Le président Patrice Talon est-il devenu, on le rappelle une fois de plus, un partisan de la recolonisation du continent africain? Élément de réponse à suivre dans un instant. Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur la présence militaire française sur le continent africain. L'armée française vient de se doter d'un commandement pour l'Afrique, comme l'ont déjà fait les Américains. Cette création survient alors que Paris prévoit de réduire à quelques centaines d'hommes sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale dans le cadre de partenariats rénovés et plus directs. Une mutation décidée après notamment les cuisantes déconvenues au Sahel, inspirée du modèle américain AFRICOM. Cette initiative peut-elle améliorer la coordination des opérations françaises sur le continent africain? Voilà autant de questions sur lesquelles nous allons d'ailleurs nous appesantir ce soir. Ceci dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Le point sur l'actualité, sur les antennes For You Média Africains, on rappelle bien sûr que vous nous prenez en direct à la télévision, en relais via la 96.3 FM For You Radio. Vous êtes également en direct sur nos différentes plateformes numériques, Facebook ou encore YouTube. Et cela nous honore. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Et ce soir, je suis accompagné bien sûr de trois invités. Tout d'abord, le consultant permanent, ou dirais-je dire, l'un des consultants permanents de cette émission de Point sur l'actualité. Patrice, ou du moins, patient parfait d'homme est avec nous. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce début de semaine, patient parfait d'homme, mais c'est toujours avec le même plaisir qu'on vous accueille sur le plateau du Point sur l'actualité. Merci à vous, doyen. Bonsoir Baudelaire Nguené, le prince de ma tombe. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs. Ils sont des dizaines de millions à nous regarder tous les soirs. Merci pour leur fidélité à ce programme. Bonsoir à tous les panafricains, dans toute la grande galaxie panafricaine à travers le monde, à notre vaillante diaspora. Je pense qu'elle tire les conséquences de ce qui se passe actuellement en Europe. Et c'est l'occasion rêvée pour elle de se constituer en véritable élite, comme on dit, en lobby, pour pouvoir continuer à travailler dans la perspective de libérer le continent africain définitivement de son assujettissement vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'impérialisme occidental. Bonsoir à nos valeureux techniciens. Une fois de plus, merci pour cette invitation. Merci à vous, patient parfait d'homme. Du côté de Cotonou, Souleymane Hamzat nous attend confortablement déjà installé. Je rappelle que vous êtes expert en problématiques de terrorisme et avec vous, nous reviendrons largement autour, bien sûr, de cette audience accordée officiellement par le président Patrice Talon à une délégation en marche notamment de la 11e conférence internationale des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France, avec bien sûr cette principale attraction, la présence dans cette délégation du général Lecointre. Bonsoir à vous, Souleymane Hamzat. Bonsoir, cher frère Nguené. Bonsoir au doyen parfait d'homme. Bonsoir à notre ami de l'autre côté, notre frère Jacques Mbono. Bonjour au PDG d'Afrique Média, de For You Média, auquel nous apportons un soutien indéfectible. Bonjour à la technique. Merci à tous les journalistes de For You Média et surtout aux thématiques que vous mettez sur, n'est-ce pas, vos zones qui permettent d'éclairer, n'est-ce pas, les populations africaines. Le combat, il est long. Vous êtes l'une des chaînes qui éclaire les médias africains, les réseaux sociaux, n'est-ce pas, les combattants, les panafricanistes que nous sommes. Nous vous apportons notre soutien total et indéfectible et souhaitons que cette émission se passe vraiment dans l'ambiance et dans les règles de l'art. Merci à vous, Souleymane Hamzat, pour compléter le panel ce soir. Jacques Monumbo, vous réagissez en direct de la France, vous êtes analyste politique.
Vous êtes d'ailleurs un habitué de ces plateaux du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, Jacques Mnombo. Bonsoir, mon très cher frère Nguéné. Merci pour cette belle invitation, toujours sur ce beau plateau de Forum Média. Je salue chaleureusement le doyen Parfait d'Homme. Je salue également mon frère Hamza, du côté du Bénin. Je salue les techniciens de Forum Média et tous les abonnés qui nous regardent, qui nous écoutent. Une fois de plus, merci pour cette autre invitation. Merci à vous, messieurs. Voilà donc ainsi planté le décor. Je préfère démarrer cette émission avec vous, Souleymane Hamzat. Vous êtes au Bénin. Et ça tombe bien, le président Patrice Talon a reçu en question cette délégation. Je parlais tout à l'heure, bien sûr, de cette 11e conférence internationale des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France. L'une des principales attractions dans cette délégation était, entre autres, la présence du général Lecointre. Nous n'avons pas oublié, Souleymane Hamzat, les propos pleins de condescendance, outrageants pratiquement tenus par cet officier de l'armée française il y a quelques mois, ce dernier qui préconisait la recolonisation du continent africain. Alors pour vous qui êtes sur place au Bénin, alors avez-vous plus d'informations sur la présence de cette délégation du côté du palais de la Marina? Merci, mon cher frère Nguéné. 3 points spéciaux à relater ici. D'abord, un point d'information, c'est que le et vous savez qu'à ce niveau le silence. Le silence, ce silence-là qui est dû, n'est-ce pas, au règlement de la Grande Muette. De cette audience, il n'y a pas fuité sur la presse, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations, mais de sources sûres. Il y a eu des échanges, n'est-ce pas, nous constatons la crise, n'est-ce pas, qui anime le Bénin et le Niger. Je veux parler des bases militaires, des entre guillemets bases militaires. D'autre part, n'est-ce pas, comment prévoir l'avenir, n'est-ce pas, de cette France-là, sachant que le Bénin reste à tout point de vue, à tout égard, à l'heure où nous vous parlons, n'est-ce pas, un allié, n'est-ce pas, de la France. Un allié et vient disons vice-versa. Du point de vue militaire, les Français, n'est-ce pas, sont sur notre sol. Ça, ce n'est pas à cacher. Il faut savoir maintenant dans quel cadre ils sont sur notre sol. L'État nous dit que ce sont des coopérants militaires, des formateurs, alors que d'autres nous disent que ce sont des bases. En fait, il y a eu, si je peux vous informer, de 2 journalistes français, n'est-ce pas, qui sont allés jusqu'au nord du Bénin, qui ont cherché à savoir où était la vérité, qui se sont rendus compte à travers des images que vous pouvez retrouver sur Internet, qu'il y avait effectivement des militaires français dans le nord. Ont-ils construit des bases ou une base? Cela reste encore jusqu'à aujourd'hui à prouver. Et en 3e position, n'est-ce pas, certainement, là, je ne pourrais vous dire grand chose à ce niveau-là. Les prévisions, n'est-ce pas, dans le cadre des colloques. 2 derniers, restait un monsieur qui, dans son mental, dans ses dit, n'est-ce pas, préconisait, n'est-ce pas, la recolonisation de l'Afrique, sur laquelle d'ailleurs nous restons déterminés, nous l'attendons de pied ferme et nous attendons de voir par quels moyens, par quelle alchimie et avec quel endocolon fera-t-il ce job. Nous restons déterminés et la suite nous dira bien, ou l'avenir nous dira bien ce qui se passera. Mais sur place au Bénin, Souleymane Hamzat, pour vous qui y êtes d'ailleurs, comment la présence du général Lecointre est appréciée? Ou du moins, comment sa présence a été appréciée? Comment cette audience en question a été appréciée justement par les Béninois? 2 points. Je vous donnerai mon avis personnel et celui ressenti par les Béninois en général. Pour ce qui est de mon avis personnel, je trouve que c'est une erreur stratégique. Je vous le dis, pourquoi? Parce que nous, en tant que panafricanistes, nous ne sommes plus pour, n'est-ce pas, la coopération militaire avec un certain nombre de pays, dont la France. De 2, il faut le dire
est là, c'est l'avis des populations, mais vous constatez déjà que certaines voix, y compris même au niveau de la population, comme au niveau, n'est-ce pas, culturel et culturel, je vais citer là nos anciens rois, dont le roi Béhanzine, qui a combattu franchement, le roi Kaba du Nord, qui a combattu l'armée française, mais à tout va. Et ensuite, ceux de Porte-Nouveau, je vais vous parler du roi Tofa, du roi Glélé. Il y a toutes ces entités-là aujourd'hui qui se posent des questions de savoir, mais si les gens, si ces rois-là, que nous vénérons, que nous respectons, que nous adorons, ont dû bouter même les Français dehors en leur temps, nous ne comprenons pas qu'en ce moment-là, sur la terre de Béhanzine, de Biogara et de Kaba, que les mêmes qui ont combattu nos arrière-parents se retrouvent aujourd'hui avec les portes toutes ouvertes. Donc, vous voyez, le sentiment, il est partagé. Il est mitigé à certains points. Pour ceux qui sont, n'est-ce pas, du côté du pouvoir, ben écoutez, ils trouvent bien que, bon, l'armée française vienne. Et moi, je trouve là, n'est-ce pas, et c'est une remarque personnelle, une incapacité notoire, n'est-ce pas, une infantilisation de notre armée à se faire, n'est-ce pas, relayé par une puissance européenne. De toute manière, il faut qu'on soit panafricaniste, et avec les Béninois et Béninoises, n'est-ce pas, qui trouvent de mauvais œil le fait que cette armée-là vienne se balader, et à leur tête, n'est-ce pas, quelqu'un qui demande la récolonisation de l'Afrique. Croyez-moi, nous restons déterminés, et ça ira jusqu'au bout. L'avis de Souleymane Hamzat. On rappelle d'ailleurs que la présence du général Lecointre sur le sol béninois n'est pas un fait anodin, car selon d'ailleurs le communiqué rendu public par la présidence béninoise en question, c'est en marge de la 11e conférence internationale des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France qui s'est tenue du 24 au 28 juin 2024 à Cotonou, que le président béninois Patrice Talon a donc reçu en audience le mercredi 26 juin 2024 au Palais de la Marina, une délégation de la conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France, conduite notamment par son président en exercice, le général Meïssa Niang, grand chancelier de l'ordre national du Lion du Sénégal, introduit au cabinet du chef de l'État par Madame Mariam Chabi Talata Simé, vice-présidente du Bénin et de la grande chancelière de l'ordre national. Le général Meïssa Niang et sa délégation sont allés remercier le président Patrice Talon pour avoir accepté d'accueillir au Bénin cette 11e conférence internationale des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France dont la présidence revient au Bénin. Une occasion notamment pour le général Niang de présenter au grand maître de l'ordre national du Bénin les différentes questions et préoccupations qui seront évoquées au cours justement, ou du moins qui ont été évoquées au cours de la rencontre en question. Mais Jacques Monumbo, l'une des principales attractions, je le disais, dans cette délégation en question de cette grande conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France, c'était la présence du général Lecointre. Alors, doit-on, je ne veux pas dire dédouaner, ou du moins donner une crédibilité tout de même à l'initiative à d'elle-même parce qu'elle se tenait sur le sol béninois et se dire qu'une rencontre aussi importante comme celle-là ne pouvait pas se tenir sans que la délégation ne rencontre le président béninois Patrice Talon? Ou alors êtes-vous de ceux qui pensent qu'en décidant de rencontrer, ou du moins d'accorder cette audience à la délégation avec la présence du général Lecointre, le président Patrice Talon aurait commis une erreur stratégique? Prise de parole, en effet, vous l'avez bien rappelé, vous l'avez dit dans votre introduction que la présence de Monsieur Lecointre, le général Lecointre, c'est une présence qui n'est pas anodine, tout simplement parce que nous nous rappelons effectivement il y a quelques mois, en fait, ce général-là, l'ex-chef d'état-major de l'armée française, avait fait une déclaration devant la presse française, dans l'un des grands médias français dénommé le Figaro. Il avait exactement dit que vraiment la France, avec ses alliés notamment de l'Union européenne, devrait effectivement penser à retourner en Afrique dans les 10 années à venir pour pouvoir, non seulement pour remettre peut-être en place la démocratie entre guillemets, mais surtout pour défendre leurs intérêts. Donc on voit très bien qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié, tout est réfléchi et tout est programmé. Donc
Sa présence aujourd'hui au Bénin, effectivement, pour nous, des Africains, des Panafricains éveillés, ça nous étonne pas, parce que nous savons très bien que, effectivement, il est là pour pouvoir chercher à défendre les intérêts de son pays. Bon, Patrice Talon, c'est qui? Patrice Talon, c'est, voilà, aujourd'hui, on peut le confirmer, hein, c'est l'un des larbins les plus aboutis de la France-Afrique. Et le général Lecointre, effectivement, c'est un colonialiste qui est en train de jouer, en fait, il est en train de pousser le pion sur dans le jeu de dames pour pouvoir, voilà, faire avancer un peu les intérêts de son pays, qui n'est rien d'autre que la France, mais aussi avec ses alliés. Bon, il faut quand même rappeler quand même qui est ce général. Ce général-là, j'ai essayé un peu de discuter un peu son parcours, je vais dire quoi, sa carrière militaire et tout le reste. En fait, c'est quelqu'un qui a quand même occupé des grands postes et puis il a été quand même de beaucoup en ce qui concerne les opérations françaises menées à l'extérieur. Déjà en 1991, je rappelle que lui, il était engagé en Irak pendant la première guerre de Golfe, qui a eu lieu en 90-91, où l'OTAN faisait la guerre à Saddam Hussein à l'époque. Et lui, il était là pour défendre les intérêts de l'OTAN. Et en 92, effectivement, il était en Somalie, à Djibouti. En 94, il s'est retrouvé au Rwanda, toujours dans le même contexte. Et en 2007, il était en Côte d'Ivoire. Et en 2013, finalement, il s'est retrouvé au Mali. Donc, c'est quelqu'un qui a un très bon CV pour pouvoir défendre les intérêts de son pays. C'est quelqu'un qui connaît un peu vraiment les pays étrangers. Il connaît un peu aussi, plus ou moins, entre guillemets, selon l'optique de réflexion, il connaît un peu l'Afrique. Et donc, du coup, il a vraiment ce profil-là pour pouvoir mener le travail ou encore le rôle que la France veut le faire vivre. Et aujourd'hui, il arrive au Bénin tout simplement parce que, effectivement, que ça soit lui, que ça soit le président Talon, les deux servent le même système, qui n'est rien d'autre que le système France-africain. Donc, l'employeur, c'est la France-Afrique, et les deux sont des employés. Bon, ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que nous avons encore des présidents larbins, vassaux, comme des Patrice Talon, qui pensent que défendre les intérêts de l'Afrique serait inutile. Il faut toujours faire l'allégeance à l'ancienne, je vais dire quoi, à l'ancienne puissance colonisatrice, qui est rien d'autre que la France, pour pouvoir, je vais dire, défendre aussi ses propres intérêts à lui, des intérêts personnels, parce qu'il faut rappeler que Patrice Talon, c'est un homme d'affaires. Et voilà, un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il est d'abord sous le profit. Donc le bien général lui apporte peu. C'est-à-dire que le peuple, ça vient d'abord après, mais lui, c'est d'abord ses propres intérêts, ses intérêts égoïstes et tout le reste. Et ça, c'est regrettable en plein 21e siècle. Et mais cela n'arrive pas comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de regarder un peu la géopolitique mondiale, on constate que la France, il faut le dire, il faut vraiment le dire, il faut avoir le courage de le dire, la France est surendettée, la France est en pleine situation financière, et la situation financière en France est en faillite aujourd'hui. Et il n'y a pas que la France, parce que les géostratèges aujourd'hui européens disent que dans les années à venir, c'est l'économie de l'Union européenne qui va tomber en lambeaux. Donc, il est impératif pour eux d'essayer un peu déjà de réfléchir, comprendre un peu comment ils vont essayer un peu de remettre en place cette économie-là qui est en train de désenvoler. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder un peu la Banque mondiale, qu'est-ce qu'on constate? La Banque mondiale nous fait comprendre que parmi les 5 premières puissances économiques au monde, il y a quoi? En première position, nous avons la Chine, en deuxième position, les États-Unis, en troisième position, il y a l'Inde, en quatrième position, la Russie, et en cinquième position, nous avons le Japon. Donc, on voit très bien que la France n'y est même pas, et aucun pays de l'Union européenne n'y figure. Vous voyez? Et donc là, c'est un véritable problème. Donc, vraiment, l'économie française, encore l'économie européenne, de manière un peu globale, est en train d'être bousculée. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que ces gens-là revoient un peu leur tactique de l'époque. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ils sont tous des colonialistes. Or, un colonialiste il ne peut pas changer sa méthodologie de faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut à tout prix dominer, c'est quelqu'un qui veut à tout prix exploiter les territoires des autres pour sa survie. C'est ça le colonialisme. Et je pense que ce monsieur-là, c'est-à-dire le général Lecointre, il est dans cette posture-là. Donc, en fait, c'est des gens qui ont du mal à se défaire, à se départir, en fait, de cette mentalité de colonialité. Mais aujourd'hui, les choses ont changé en Afrique. Les choses ont changé parce que les consciences africaines deviennent de plus en plus, je vais dire quoi, élevées. Les gens deviennent de plus en plus éveillés, les gens sont cultivés, les gens lisent, les gens comprennent. Et aujourd'hui, nous sommes tombés dans le monde du numérique. Et le monde du numérique voudrait dire quoi? C'est-à-dire que l'information que les Africains, à l'époque, ne pouvaient pas avoir accès, mais aujourd'hui, ils ont l'accès à l'information-là, mais de manière rapide. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que le monde du numérique, c'est un monde qui a beaucoup profité en Afrique. Parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire des grandes études pour pouvoir passer sur les médias classiques pour pouvoir parler. Aujourd'hui, on a juste besoin d'avoir un petit téléphone, on active sa caméra
on dit ce que l'on pense et le monde entier est au courant. Le monde entier vous écoute. Donc aujourd'hui, on voit très bien que les choses ont changé, ce qui fait que les informations, nous les gérons vraiment minute par minute, seconde par seconde et heure par heure. Et ça essaie un peu d'éviter les Africains. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette rencontre-là, c'est-à-dire du président Talon et le général Lecointre, au-delà de la symbolique, ça doit interpeller vraiment l'attention des présidents africains aisés, notamment d'abord les présidents de l'AES, parce que ce sont ceux qui sont dans le collimateur de ces occidentaux-là. Donc, je parle ici vraiment des dirigeants du Mali, les dirigeants du Burkina Faso et les dirigeants du Niger. Il faut qu'ils comprennent que le projet dont le ministère est en train de dire sur le Figaro, il y a quelques mois, effectivement, le projet est sur le point d'être implémenté. Parce qu'il faut voir, lorsque ces gens-là, les bases militaires françaises sont cassées au Niger, au Mali et tout, ils ne rentrent pas en France, mais ils cherchent à s'abriter quelque part dans les pays voisins. C'est ça qu'aujourd'hui, le Bénin est considéré comme une base arrière. C'est pas nous qui le disons, mais c'est des faits. C'est quelque chose de concret. Donc, si à nos présidents de comprendre qu'aujourd'hui, il va falloir qu'ils puissent mutualiser leurs forces pour faire barrage à ce projet macabre qui consisterait à nuire, en fait, à l'existence des pays de l'AES. Parce que l'AES, en fait, c'est bon. On va dire, c'est le noyau de cette belle Afrique que nous rêvons. C'est le noyau de cette Afrique que nous voulons, nous, c'est-à-dire l'Afrique que les Africains sont en train de rêver. L'Afrique où il y aura la liberté, où il y aura la souveraineté, l'Afrique où il y aura l'indépendance totale. Donc, il s'agit de comprendre que vraiment la rencontre entre ce monsieur, le général Lecointre et Patrice Talon, n'est pas quelque chose de simplement de symbolique, mais c'est quelque chose qu'il va falloir traiter, comprendre un peu les enjeux. Mais les enjeux, nous les connaissons déjà. En fait, eux, ils veulent se repositionner. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que l'économie en Europe est en train de dégringoler. Parce que imaginez-vous aujourd'hui, déjà du côté du Niger, ils ont pris en main, en fait, toutes leurs ressources. Que ce soit l'uranium, le pétrole, etc. Le Mali va faire la même chose, le Burkina Faso. Mais imaginez-vous que si le Congo-Brazzaville faisait la même chose, l'Angola, le Cameroun, etc. C'est nous-mêmes qui fixons le prix. C'est nous-mêmes qui décidons avec qui nous pouvons peut-être collaborer. Mais on voit très bien que ce pays-là mérite d'avoir des délestages électriques ici en Europe. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils parlent de la souveraineté énergétique, mais non pas l'uranium dans leur code. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, que ce soit, l'Espagne, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous de comprendre que les enjeux sont tellement colossaux que il va falloir que nous puissions vraiment nous éveiller et prendre des dispositions et tout, machin et tout, parce que ça va nous aider. Et puis pour sortir, pour ce premier jet, c'est que il faut faire aussi attention parce que comme l'Europe est en train de décliner comme ça, l'économie est en train de baisser, ça va faire que nous risquerons de voir un phénomène migratoire qui sera vraiment de manière inversée. C'est-à-dire que le sud global, les pays du sud, comme on nous appelle, on risquera maintenant d'accueillir les pays du Nord, mais parce qu'effectivement, il n'y a plus rien. C'est le cas typique avec le Portugal et l'Angola. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le modèle de coopération économique entre l'Angola et le Portugal, vous allez remarquer que les Angolais aujourd'hui sont devenus presque les patrons du Portugal. Parce que ce sont les principaux pourvoyeurs. C'est eux qui aident financièrement le Portugal. Et ça, les médias ne le disent pas. Les médias occidentaux ne veulent pas le dire. Pourquoi? Parce que ça, c'est une honte. Alors, c'est une vérité, c'est une réalité. Donc, je me dis que c'est le même cas aussi avec la France et le Qatar. Aujourd'hui, le Qatar finance de beaucoup en ce qui concerne la société économique de France. Donc, je vous dis que avec le temps, franchement, ces choses-là pourraient peut-être se reprendre un peu dans ce placer, c'est tout, parce que l'Europe n'a rien, ils en vont bien. C'est lorsque vous regardez l'Europe, en fait, on peut repartir l'Europe en deux types. Vous avez les latinos, c'est-à-dire les pays qui dérivent du latin, donc l'Espagne, l'Italie, la France, le Portugal, un peu la Roumanie, tout ça, et puis vous avez des pays germaniques, c'est-à-dire tous les pays septentrionaux, notamment la Norvège, la Finlande, etc. Et bon. Eux, au moins, ils ont un peu de pétrole et tout, mais ils sont français. Mais tous les pays latinos, là, c'est-à-dire les pays qui dérivent du latin, là, dont j'ai précisé là, mais c'est des pays qui ont un sous-sol très pauvre. Autrefois, ils avaient juste le charbon comme richesse. Mais là, ils n'ont plus rien. Ils ont brûlé, d'ailleurs, comment je vais dire, toute leur forêt. Donc, on voit très bien qu'ils n'ont plus rien dans leur sous-sol. Donc, l'idée pour eux, c'est de venir en Afrique, recoloniser, imposer et tout le reste. Mais, on s'est dit que les Africains, hier, ne sont plus les Africains d'aujourd'hui parce que ils faisons partie de la nouvelle génération. Et la nouvelle génération ne cherche pas grand-chose. La nouvelle génération veut coopérer avec celui qui le respecte, celui qui veut rentrer dans la grande porte et celui qui ne vient pas en donneur de naissance.
Ils sont tout simplement jaloux parce qu'aujourd'hui, les Africains sont en train de collaborer avec la Russie, avec la Chine. Je comprends très bien. La Russie, la Chine, ce ne sont pas des messieurs, ils ont aussi leur appétit de grandes puissances, etc. Mais lorsqu'on gratte un peu l'histoire, on constate que l'URSS, par exemple, à l'époque, fait partie des alliés africains qui nous ont donné un coup de main pour combattre, encore pour lutter, pour pouvoir obtenir nos indépendances. Voilà. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Merci, Jacques. Et aujourd'hui, D'accord. Je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir entrer encore un peu plus en profondeur dans la suite justement de cette émission du Point sur l'actualité. Mais je voudrais tout de même qu'on revienne sur le thème de la conférence à d'elle-même, placé sur le thème la récompense matérielle ou financière du mérite, impact social et faille. La conférence qui s'est d'ailleurs voulu un cadre d'échange, de réflexion, de communion, voire de partage, a réuni une vingtaine de pays membres, observateurs et invités. Il faut entre autres rappeler que la mission des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France est de dynamiser les institutions des pays membres à travers notamment la promotion de l'excellence et des valeurs de mérite, de travail, d'intégrité et de paix. L'audience en question, accordée par le président Patrice Talon, illustre donc l'engagement du Bénin et des autres pays membres de la conférence des grandes chancelleries francophones à promouvoir un partenariat solide et mutuellement bénéfique pour renforcer la solidarité francophone et développer des solutions collectives aux défis du moment. Voilà ce que dit concrètement le communiqué de la présidence béninoise. Comprenez-vous, patient parfum d'homme, la présence du général Lecointre, pourquoi les portes du palais de la Marina lui sont grandement ouvertes, alors qu'il y a quelques mois, il tenait encore des propos outrageants, voire plein de condescendance, celui-là même qui préconisait la recolonisation du continent africain, ou alors pour vous, on devrait tout simplement faire une analyse compte tenu du contexte avec la tenue justement de cette conférence des grandes chancelleries francophones et de France, une audience qui entre dans l'ordre logique des choses avec notamment sa tenue sur le sol béninois. Écoutez, je pense que cette rencontre fait partie de ce que j'aime appeler souvent les métastases de la colonisation. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que l'Afrique est obligée d'avoir une unité de destin avec la France coloniale. Parce que là, il s'agit d'une conférence réunissant les grands chanceliers, apparemment, des différents pays africains, dits francophones. Mais pourquoi il faille absolument qu'à cette réunion entre les chanceliers africains, qu'on y adjoigne aussi la France? Vous voyez donc qu'on a beaucoup de choses comme ça dans le cadre de votre grosse francophonie qui ont de tas et de tas de structures comme celle-là. Parce que le nom même c'est Grande Chancellerie francophone et de France. Mais évidemment, Grande Chancellerie francophone et de France. Donc c'est la plupart des pays francophones au niveau de leur chancellerie. Oui. Mais associé à la France. Associé à la France. Oui. C'est ça la réunion de cette rencontre. Et vous avez vu les gens avec des grands cordons. La seule question que je me pose, parce que ce n'est pas la bonne information, est-ce que M. Lecointre est un grand chancelier en France? J'en sais rien. Peut-être que vous allez me donner l'information tout à l'heure, mais je vois des gens, j'ai vu par exemple Yann Philomon, du Cameroun, l'ancien Premier ministre du Cameroun, mais qui vient d'être élu en même temps président de la 79e, je crois, session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je crois qu'il est grand chancelier au Cameroun actuellement, et d'où sa présence à cette rencontre-là. Donc, d'abord, premièrement, je ne sais pas, je continue de dire, quand je ne sais pas, il faut dire la vérité, de dire qu'on ne sait pas. Est-ce que M. Lecointre est grand chancelier en France? Si les grands chanceliers en France, ça participe de ce que j'appelle de ces rencontres dans cette grande galaxie dite francophone, avec ces différents démembrements, dont certainement cette rencontre des grands chanceliers en constitue une. Mais ce qui est choquant, c'est au-delà de ces rencontres qui ressemblent beaucoup plus à l'inauguration de certaines chrysanthèmes, c'est l'attitude de M. Lecointre dans cette pièce. Il faut bien regarder comment il est assis. Il est quand même face à un chef d'État. Ça dénote tout. Ça dénote toujours de cette condescendance. En Afrique, on ne s'assied pas devant un chef et on croise les pieds. Il le fait. Il va vous dire que c'est une position assise.
que bon, c'est dans l'ordre des choses, j'allais dire quasi naturelles, je vois normal, mais chez nous en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, regardez l'attitude des autres participants qui sont présents. C'est avec beaucoup de respect, beaucoup de comportion vis-à-vis du chef d'État béninois. C'est ça qui est dangereux dans les relations que nous continuons d'avoir avec ces gens-là. Et on a beau le leur dire, ils font semblant de ne pas entendre, parce que c'est presque figé dans leur ADN. Cette manière toujours de se montrer condescendant, de ne pas s'adapter, n'est-ce pas, aux yeux, aux coutumes, mais surtout à la culture, n'est-ce pas, qui si bien des questions de bienséance, de civilité, n'est-ce pas, endogène à notre continent, ils s'en foutent. Ils se comportent comme des éléphants dans une porcelaine. Moi, cette attitude-là, c'est elle qui me frappe beaucoup plus. Deuxièmement, au niveau des responsabilités, à mon sens, elles sont partagées. Premièrement, le président Talon, il ne lui revenait pas d'accepter la présence de cet individu au cours de cette rencontre. Mais est-ce qu'il en pouvait faire autrement? J'en sais rien. Deuxièmement, ce sont les membres de cette fameuse conférence, on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur niveau pour dire à M. Lecointre que son attitude, au terme, n'est-ce pas, de sa dernière sortie vis-à-vis de notre continent, avait été très mal perçue en Afrique et est tout à fait inacceptable. Et que le fait d'accepter qu'il continue de siéger en leur sein commanderait de sa part une... Comment vous appelez ça? Une autre sortie où il ferait amende honorable en s'excusant au minimum de ce comportement. Mais là, il n'a pas l'attitude de quelqu'un qui cherche à faire un mea culpa. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est pour cela que j'indexe aussi les membres de cette fameuse conférence. Parce qu'il n'y a pas que à Talon de porter le chapeau. Eux-mêmes, comment ils se sentent vis à un monsieur, à un type qui a dit ouvertement que notre projet, c'est de revenir en Afrique pour vous recoloniser. Comment ils se sentent? Parce que tout ce monde que vous voyez là, ce sont des grands chanceliers dans leurs pays respectifs. Alors, ils ne peuvent donc pas faire semblant comme si rien ne s'était passé, comme si c'était rien du tout, et que M. Lecointre, en leur sein, continue de, n'est-ce pas, de se mouvoir comme il veut, mais surtout d'avoir cette attitude que je vais de noter, à mon sens, qui n'est pas du tout une attitude de quelqu'un qui comprend quand même qu'en Afrique, nous avons, nous aussi, nos coutumes, nous avons notre culture, nous avons notre manière de nous comporter, des questions de civilité qui nous sont propres et qui demanderaient quand même que, quand vous êtes face à un chef d'État, vous ayez une attitude vraiment qui sied, n'est-ce pas, à la personne que vous rencontrez. Parce que les autres, vous regardez, vraiment, c'est avec beaucoup j'allais dire, de respect vis-à-vis de l'hégémon, de la première personnalité, n'est-ce pas, béninoise. Vous voyez comment ils sont assis, ils sont vraiment dans des attitudes, n'est-ce pas, de respect. Mais M. Lecointre, c'est pas son problème. Il se comporte comme s'il était face, je ne sais pas, à des petits lycéens qui sont venus lui demander comment il s'est comporté dans les différentes guerres que mon ami Jacques Mounoubou venait de nous expliquer. Donc je crois que c'est à ce niveau que, à mon sens, je pense qu'il y a des erreurs et des fautes et des responsabilités qui doivent être partagées. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une réunion banale, banale. Et comme savent l'avoir ces différentes institutions, n'est-ce pas, de la francophonie et de l'ONU qui ont des réunions comme ça, faut que tout, où les gens vont émarger, avoir un peu de perdième, donner l'impression qu'eux aussi, dans leurs différentes institutions, de temps en temps, ils ont des actions, ils ont des initiatives, ils ont des rencontres qui tendent à renforcer le statut de leurs institutions. Ici, nous parlons des grandes chancelleries, mais des éléments qui donnent l'impression que de ce côté-là, il y a quand même certaines activités qui se mènent dans le cadre du renforcement, mais de l'amélioration de la visibilité, n'est-ce pas, des organisations qui dirigent. Mais sinon, c'est un épiphénomène, à mon sens, qui n'a aucun sens, aucun poids de point de vue de la grande bataille que nous livrons aujourd'hui pour la reconquête de nos souverainetés. Et malheureusement, une fois de plus, nous n'avons pas des leaders qui savent quand même de temps en temps remettre à leur place certains
de nos anciens partenaires coloniaux qui, une fois de plus, n'ont pas l'impression que le monde a changé. Et c'est ça qui est dommage dans cette attitude de M. Lecointre, et surtout dans la servilité avec laquelle, excusez-moi, peut-être je suis un peu violent, certains de nos dirigeants, de nos leaders, de nos élites continuent de se comporter vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces gens-là. Voilà. Alors, Souleymane Hamzat, vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui? Nous savons que l'une des paumes de discorde, par exemple, entre votre voisin nigérian est liée à ce que Niamey qualifie de base arrière, du moins de la présence militaire française sur le territoire béninois. Mais là, nous sommes quand même tentés de le relever clairement. La présence du général Lecointre ne va absolument rien arranger aujourd'hui. Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais apporter, n'est-ce pas, un éclaircissement à la question de mon cher aîné, parfait d'homme. C'est-à-dire, il faut reconnaître que le général Lecointre, n'est-ce pas, est chancelier, il est grand croix de la Légion d'honneur depuis 2023. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un dont, n'est-ce pas, le parcours, n'est-ce pas, a permis à ce que il arrive à cette honoration, n'est-ce pas, de l'État français. Mais n'oubliez pas ceci, pour revenir à votre question. Le Bénin est dans une position géostratégique très difficile. Elle traverse, n'est-ce pas, des moments économiquement vraiment pointus. Je le dis et je l'affirme, je le confirme. Aujourd'hui, le port autonome de Cotonou est mort. Je le dis. Et vous pouvez envoyer n'importe quel journaliste de la place sur autorisation, n'est-ce pas, du ministère de la Communication, aller faire un tour, aller voir ce qui se passe. Le deuxième point, c'est qu'au niveau géopolitique et militaire, nous sommes en mésentente avec le Niger. Nous avions eu précédemment, avec au temps du général Boairi, n'est-ce pas, d'énormes difficultés. Nos frontières ont été fermées du côté du Nigeria. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le grand amour avec notre voisin de l'Ouest, le Togo, n'est-ce pas, et le Burkina qui est carrément dans un silence de cimetière. Donc, il est question aussi d'une diplomatie, au lieu d'être offensive, reste une diplomatie amorphe, n'est-ce pas? Cette diplomatie-là ne permet pas au Bénin aujourd'hui, comme nous l'avons connu dans le passé sous certains régimes, n'est-ce pas, d'apporter cette ouverture, cette quiétude, cette sérénité avec nos voisins. Le deuxième point, c'est sur les questions militaires. Mais que vient foutre un général comme Lecointre en République du Bénin, sachant que ce monsieur a tenu des propos inadvertants, n'est-ce pas, inadmissibles, inacceptables, contre toute l'Afrique. Voilà un monsieur qui décide, je ne sais pas, après avoir peut-être pris un verre de vin ou de champagne, qui décide par ses idées colonialistes, n'est-ce pas, de repartir à la conquête de l'Afrique. Mais l'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas cette citation, n'est-ce pas, du président Ibrahim Traoré, qui disait face à des soldats, n'est-ce pas, qu'il va falloir se préparer à une guerre de haute intensité. Donc, il y en a parmi les chefs d'État de la sous-région qui sont en avance, n'est-ce pas, sur le mental, n'est-ce pas, les propos de ce monsieur-là. Et il faut le dire ici. Je voudrais encore chuter sur un deuxième point, concernant ce que M. Papet-Dom disait tout à l'heure, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le comportement hautain de cette délégation. Mais moi, je suis chef d'État, vous venez devant moi, vous vous comportez comme ça, je vous remets à la porte. Mais attention, mais on a des traditions, on a des coutumes, on a des mœurs. Chez nous, le chef, il est respecté. Vous allez dans certains contrées de mon pays ici, vous allez au royaume d'Abomey, le royaume de Porte-Novo, celui du roi Tofa, vous allez vers le nord, le royaume de Kaba, vous allez à Djoubou, à Parakou, mais vous ne franchissez pas, n'est-ce pas, la porte du roi sans un certain protocole n'est-ce pas, d'accord. Vous devez savoir comment vous comporter. Je peux vous dire, moi, qui relève du royaume de Djoubou, je suis aussi du royaume de Savalou, parce que ma mère étant Bagidi, je peux vous dire que quand vous allez à la rencontre du roi, quand vous allez le voir, quand il vous donne une cola, vous ne la mangez pas, vous venez avec la vôtre de dehors. Et c'est celle-là que vous pouvez goûter. Façon de lui dire, vous êtes mon roi, vous êtes le chef, c'est vous qui commandez. Mais dans ce qu'on nous vend aujourd'hui, la démocratie ou n'importe qui, sous les appareils, je ne sais pas, de notre pays, vient se pavaner devant notre chef d'État, se comporte, soit-il
bon ou mauvais chef d'État se comporte comme se comporte ce monsieur-là, c'est inadmissible. Et enfin, je vais vous donner aussi un exemple. Allez. Prenez le cas du président Ibrahim Traoré hier, qui, n'est-ce pas, recevait, hier ou avant-hier, qui recevait le corps diplomatique. Ceux dont les lettres d'accréditation devaient lui être soumises. Mais il les a reçus assis. Il était assis dans son fauteuil. C'est quand vous lui présentez la lettre qu'il se lève pour vous saluer. Et il se raisse. Mais changeons de comportement, dis donc. On vit dans une Afrique où les choses sont en train de changer. La vieille époque, ce disque-là, il est rayé. Que ceux qui sont en place le veillent ou pas, les générations d'aujourd'hui n'aspirent plus à un certain nombre de comportements venant n'est-ce pas, de ceux de l'Occident. Donc comprenez que on vit une période, je vais vous le dire, je chute par là, une période assez difficile au Bénin. Les Béninois ont beaucoup de difficultés. Moi, je suis à l'extérieur, j'ai vu le président sur une bande disant que voilà, ceux qui piaillent, ceux qui sont en train de crier, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a beaucoup de Béninois qui travaillent, mais qui ont un salaire de misère. Vous allez dans tous les corps constitutionnels de la nation, mais c'est avec beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? J'ai même entendu ce matin qu'il y a, n'est-ce pas, je pense des enseignants contractuels ou un truc comme ça là, dont le salaire de juin n'ont pas été payé. Donc soyons sérieux. À un moment donné, nous devons nous rabattre sur nous-mêmes. Mais les États de l'AES nous donnent l'exemple. Le Niger aujourd'hui, que ce soit le Burkina ou le Mali, ne reçoit plus d'aide, n'est-ce pas, de l'Union européenne ni des États-Unis. Peut-être le Mali sur un certain nombre de points, mais ils font tout par eux-mêmes. Imaginez-vous tout le matériel militaire qui est acheté par ces pays-là. Regardez toute n'est-ce pas, la règne, la force, la vigueur, la détermination que met le président Ibrahim Traoré, n'est-ce pas, dans le relancement, n'est-ce pas, de l'agriculture. Mais aller au Niger, c'est pareil, aller au Mali, c'est pareil. D'ici 2 ans, voilà des gens qui seront autonomes au plan, n'est-ce pas, alimentaire. Mais nous, on est là, on reçoit des gens qui nous menacent, n'est-ce pas, qui ont même la possibilité d'aller se pavaner devant notre chef d'État. Je trouve ça inadmissible. Je demande au président Talon que certains respectent, dont moi, qu'il fasse très attention à ces gens-là. Ce sont des gens, ils ont un œil ouvert, ils ont l'autre fermé. Et au cas de tout, c'est des gens qui n'hésiteront pas, n'est-ce pas, à appuyer sur la détente. Et en dernier sort, je vais vous parler des élections qui, n'est-ce pas, tout ce qui se passe en France vis-à-vis, n'est-ce pas, du Bénin. Mais soyez-en sûrs, les 2 chefs d'État que nous voyons là, Patrice Talon, et de l'autre côté, Emmanuel Macron, sont sortants. Ils sont partants. Mais est-ce que la visite du général Lecointre, derrière tout ce que nous voyons là de diplomatique et de géostratégique et militaire, n'est pas, n'est-ce pas, ne va pas vers l'option d'un changement qui va dans le même sens, en tenant compte, n'est-ce pas, des conseils qu'il vient donner à nos chefs d'État. Il ne faut pas oublier, le chef d'État Benoît a toujours dit, il se sent plus français, n'est-ce pas, que dans toutes les autres nationalités. Il a même dit, je ne parle que français, je ne parle pas d'autres langues. Les vidéos existent, je peux vous les envoyer. Il va falloir que nos chefs d'État prennent sur lui, n'est-ce pas, la responsabilité de travailler maintenant, de penser au quotidien, au présent et au futur. Tout ce qu'il laissera aujourd'hui sera porté demain sur les populations béninoises. Et s'il ne prend pas garde, il fera de son Bénin de demain un Bénin qui ne sera pas en paix, vu qu'il invite dans son salon présidentiel, n'est-ce pas, dans la salle d'audience, n'est-ce pas, la salle officielle où il est reçu toutes les autorités de haut niveau, il reçoit un mercenaire. Le Pointre est un mercenaire, il faut le garder comme tel. Voilà. Le général François Lecointre, ancien chef d'état-major de l'armée française, entre autres, chef du cabinet militaire du Premier ministre français de l'époque entre 2016 et 2000, d'ailleurs sa présence dans cette délégation en question. Mais que disait patient parfait d'homme, ou du moins de ce que vient de relever Souleymane Hamzat, Jacques Mounombo, les responsabilités ne seraient pas partagées. C'est vrai que tous, ensemble, ou du moins pour la plupart, on semble aujourd'hui tirer à boulet rouge sur le président béninois Patrice Talon. Mais que dire des autres chanceliers qui accompagnent et qui marchent tranquillement, en toute aisance, avec cet officier qui, souvenons-nous tout de même, il y a quelques mois, avait préconisé la récolonisation du continent africain. Comment expliquer cela? Est-ce que la responsabilité ne serait-elle pas partagée, Jacques Mounombo?
Oui, effectivement, mon cher Nguyen. En fait, les responsabilités sont partagées. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que l'Afrique est en train de s'offrir d'une complicité qui est tout à fait double. Il y a cette complicité d'abord endogène, qui dépend d'abord des acteurs locaux, c'est-à-dire tels que les Patrice Talon, les Ouattara, etc., qui sont capables, c'est-à-dire de faire allégeance à cette France-là pour pouvoir défendre leurs intérêts personnels et laisser mourir le peuple qui est en train de se tuer. Et nous avons aussi la complicité exogène, c'est-à-dire au moment où c'est ce que nous avons en train de regarder, c'est-à-dire vous avez le général Lecointre qui arrive et qui ne vient pas parce qu'il aime les Africains ou parce qu'il aime le président Patrice Talon. C'est-à-dire chez les Français, c'est celui qui fait le bon boulot. Si c'est quelqu'un d'autre, ils auraient aussi choisi cette personne-là. Talon aujourd'hui répond au profil. C'est quelqu'un qui répond, qui fait les quatre volontés de ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, il est évident qu'il puisse collaborer avec nous. Mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais rebondir un peu sur un fait que notre bien-aimé, notre doyen que nous aimons tant, le doyen Parfait d'Homme qui venait de dire, qu'aujourd'hui, cette rencontre-là était un épiphénomène. Moi, je dirais non. Cette rencontre n'est pas un épiphénomène parce que, au-delà de la symbolique, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose que les Africains doivent vraiment prendre en considération. Ils doivent prendre ça au sérieux. Parce que l'une des choses qu'on nous reproche souvent en Afrique, c'est que nous n'avons pas de rigueur, nous ne sommes pas stricts. Et on a tendance à négliger les choses. Alors que des telles images devraient vraiment nous interpeller en tant qu'Africains. D'autant plus que vous venez de le dire si bien, M. Nguyen, dans votre introduction. Cette rencontre n'est pas anodine. Il suffit d'aller regarder la précédente vidéo de ce monsieur-là devant la presse française, notamment le Figaro. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait expliqué de manière claire que eux, ils veulent retourner en Afrique dans les prochaines années pour pouvoir récoloniser l'Afrique pour défendre leurs intérêts. C'est comme si l'Europe ne peut pas exister sans l'Afrique. Mais l'Afrique n'est pas là pour faire le bonheur des autres. Je suis désolé. L'Asie ne peut pas exister aussi sans l'Afrique, non. Chacun doit exister selon ses moyens, selon ses forces. Et c'est en ce moment-là qu'on va bâtir un monde de manière équitable et que nous allons vivre dans la paix et dans l'harmonie. Chacun doit défendre ses intérêts. Mais or, eux, ils partent du principe que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas exister. C'est ça qui revient. Donc, c'est pas un épiphénomène. Je suis désolé, mais c'est quelque chose de, voilà, au-delà de la symbolique, c'est quelque chose de très frappant, de flagrant, que les Africains devraient en fait aujourd'hui méditer. D'autant plus que, vous savez, il y a le président français Nicolas Sarkozy, il avait lâché un morceau à l'époque où il disait que le continent le plus barbare du monde, ce n'est pas le continent africain ou encore le continent asiatique, mais c'est l'Europe. En fait, l'Europe, c'est le continent le plus sauvage, le plus barbare. Pourquoi? Il suffit de regarder l'histoire. C'est-à-dire que l'Europe est tellement violente. On a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On a connu la guerre des 100 ans en Europe, 100 ans, de 1237 à 1467. La guerre qui a opposé l'Angleterre à la France. La guerre de 100 ans. Donc pendant 100 ans, les gens sont en train de se battre. Donc ces gars-là sont d'une violence incroyable. Ils peuvent pas se défaire de ça, ils peuvent pas se départir de ça. C'est dans leur ADN. Vous voyez? Donc lorsque vous avez un général comme celui-là, Lecointre, connaissant son CV, je venais de le dire tout à l'heure, qui est un peu de parcourir un peu sa biographie et sa carrière militaire et tout. Mais ça devrait pas nous faire peur, mais ça devrait nous interpeller en tant qu'Africains. Donc on ne doit pas mettre ça dans le compte de dire que c'est un épiphénomène. Non. C'est quelque chose de très sérieux. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce aux médias, on essaie quand même de comprendre ceux qui sont en train de penser plus bas. Et aujourd'hui, à travers les médias, on arrive à comprendre un peu ce qu'ils sont en train de vouloir réfléchir pour pouvoir mettre en place contre les Africains. Donc, je me dis que les autres chanceliers qui sont là-bas, ce sont des chanceliers qui sont en train de faire les intérêts de la France. Ce n'est que normal. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur choix. La vie aussi, c'est une question de choix. Mais nous, notre choix, c'est quoi? Nous avons fait le choix du panafricanisme. Nous voulons que l'Afrique puisse se libérer, que l'Afrique puisse s'affranchir. C'est pour ça que tous les jours, toutes les fois que nous avons l'occasion de passer sur ce beau plateau de médias, il va falloir qu'on rappelle aux Africains que un seul doigt ne va jamais résoudre le problème avec le visage. Il va falloir qu'on puisse fédérer nos 10 doigts de la main pour qu'on puisse être une force. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir revenir. Mais tenez-vous bien, la France ne viendra pas toute seule. La France va venir avec ses alliés. Mais or, vous avez des pays qui sont encore, dans cette configuration, comme j'aime à le dire, des États-nations. Ils vont nous terrasser. Ils vont nous pulvériser. Mais si on peut se mettre ensemble, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la puissance du feu. La puissance du feu, c'est quoi? Il faut mettre en place un projet sur le nucléaire, comme je l'ai toujours dit. Ça paraît utopique, mais il faut le faire. Il faut le faire. La Corée du Nord, aujourd'hui, n'a pas assez de démographie comme l'Afrique, mais la Corée du Nord compte. Ils ont peur. Ils peuvent pas aller donner des injonctions à Kim Jong-un. Ils peuvent pas. Ils ont peur.
La Russie, effectivement, la puissance de feu, ils ont peur. La Chine également. Mais il y a que les Africains qui doivent comprendre qu'à un certain moment, on peut avoir 1000 projets, mais le projet primordial est celui de sécuriser le peuple africain et ses matières premières. Et pour y arriver, lorsque nous mettons en place un projet sur le nucléaire fort, on vous craint. Si possible, on vous appelle au dialogue. Mais si vous êtes faible, on vous piétine. C'est comme ça. Lorsque nous sommes dans les quartiers, si vous partez au maquis pour boire, aujourd'hui, c'est un seul ami qui vous achète à boire. Et vous ne dépensez pas. Demain, après-demain. Mais l'ami là-bas, il va commencer à se moquer de vous. Il va dire de vous ne faites rien, il y a que moi qui achète tout ça. Donc c'est ça. Le monde est fait de sorte que nous sommes dans un monde de rapport de force. Si vous êtes fort, on vous respecte. Si vous êtes faible, vous ne comptez pas. Donc l'Afrique doit comprendre ça. Aujourd'hui, je suis vraiment content que les pays de l'AES sont en train de vouloir aller vers la confédération de ces trois pays-là. C'est une bonne chose, mais on ne doit pas se limiter à ça. Il faudrait que d'autres pays puissent, essayer un peu de copier ce modèle-là, se joindre à eux si possible, pour que nous puissions former un bloc, pour qu'on soit fort. Ce n'est qu'en étant ensemble qu'on sera fort. Mais tant qu'on va être dispersé comme vu, ce n'est pas une équipe de domaine, pour moi, c'est quelque chose d'important qu'on doit vraiment regarder avec beaucoup d'attention. Parce que, souvenez-vous que l'une des choses qu'on nous reproche en tant qu'Africains, c'est le manque de rigueur, le manque, d'attention, le fait que nous ne soyons pas stricts dans ce que nous faisons, on a tendance à négliger. Mais on a tendance à négliger pour mais parce qu'en fait, on est bon de cœur. C'est plus fort que nous. Nous sommes des gens bien. On aime tout le monde. On aime les blancs, on aime les autres, on aime les rouges. Mais on aime très peu soi-même. C'est ça le problème des Africains. Donc, prenez ça en considération. Essayons de regarder ce monsieur-là. Le doyen a dit quelque chose de très important. Là, je le rejoins. Oui, il a dit, regardez un peu la posture de ce monsieur-là. Pour sortir de ce gars. Regardez la posture de ce monsieur-là. Il croit que c'est son bête, c'est comme s'il était chez lui à Paris. Alors qu'il est au Bénin. Bon, vous avez aussi, le vassal du Bénin, Patrice Talon, qui ne dit rien, il pense que le gars est supérieur à lui. Alors que lui, c'est le chef d'État. Il incarne toute une nation, tout un pays, le Bénin. Il ne devrait pas comprendre ça. Il devrait comprendre que, le gars là, il est en train de venir avec cette attitude condescendante. Parce qu'il est présent sans être présent, le général Lecointre. Tel que vous le voyez. Il est là, mais il n'est pas là. En fait, lui, dans sa tête, il est en train de réfléchir comment se repositionner pour défendre les intérêts de la France. Donc, je me dis que nous devons être éveillés aux aguets, comprendre que cette rencontre-là n'est pas anodine, d'autant plus qu'il avait déjà annoncé ça sur le Figaro. Maintenant, c'est à nous de mutualiser nos forces pour faire barrage parce que le monde attend. Voilà. Les codes d'accès sont affichés, les téléspectateurs pourront réagir, ceci dans quelques instants, mais vous souhaitez rebondir rapidement, patient parfait d'homme, avant d'aller au stand, éventuellement. Oui, mais s'il y a quelqu'un au standard, il faut le prendre, ils sont prioritaires. Écoutez, quand je dis que c'est un épiphénomène, il faut bien que Jacques comprenne. Les grandes chancelleries en Afrique, même dans nos pays là, qui sont dominés, ils servent à quoi? Ils servent à rien, c'est de passer le cordon au chef d'État, c'est tout. Si le compte n'était même pas là à cette rencontre, personne n'aurait même su qu'il y a eu une rencontre comme celle-là. Donc il ne faut pas donner trop aussi d'importance à des choses qui sont de l'ordre excusez-moi, c'est pas une insulte, mais arrêter des retraités qui de temps en temps doivent mener quand même certaines activités. Et il ne faut pas non plus que mon ami Jacques ait l'attitude de quelqu'un qui tremble devant tout, même devant son homme. La preuve, l'AS ne serait pas là aujourd'hui. L'AS est là pour démontrer que l'Afrique regarde ailleurs. L'Afrique ne peut pas être prisonnier n'est-ce pas, des histoires comme celles que nous avons vues là. Bon, maintenant, au niveau de partage des responsabilités, j'insiste lourdement là-dessus parce que nous avons tendance à tout mettre sur les épaules, souvent de nos dirigeants. Et en pensant que l'on peut se dédouaner de nos propres responsabilités dans cette lutte que nous devons mener pour que notre dignité soit de plus en plus la chose la mieux partagée vis-à-vis de nos interlocuteurs étrangers qui arrivent. Il n'y a pas que les chefs d'État. Quand vous acceptez à votre petit niveau, déjà de vous faire d'accepter qu'on vous marche dessus, vous validez de facto, n'est-ce pas, un projet et une culture, n'est-ce pas, du fait que les gens considèrent que vous êtes des sous-hommes. Il faut que dans chaque secteur où les gens peuvent exprimer de vive voix leur décision et leur volonté de dire ici et maintenant que c'est fini, ces comportements d'un autre âge, il faut qu'ils le fassent. Le Coint arrive dans cette association, dans cette organisation francophonie, tout ce que vous avez appelé. Les grandes chancelleries francophones. Ses pairs, je ne sais pas comment il s'appelle, donc lui dit, monsieur, pour que tu sois encore accepté dans cette organisation, elle repart devant ces mêmes médias
pour quand même faire amende honorable de tout ce que tu as dit concernant notre continent. Parce que nous n'accepterons plus jamais d'avoir parmi nous, comme membre, même membre associé, quelqu'un qui a pour projet de revenir coloniser notre continent. Mais si on pense que dans ces organisations, il peut revenir, siéger, faire des rencontres diplomatiques de haut niveau, sans que ce rappel à l'ordre de manière brutale lui soit fait, mais ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. C'est pour cela qu'à la limite, quand je regarde la moyenne d'âge des gens que j'ai vus là, je me dis, bon, écoute, pour eux, ils sont encore dans l'ancienne perception de ce que c'est la diplomatie. N'oublions pas qu'ils ont aussi un rôle diplomatique. Or, en diplomatie, dans la plupart du temps, dans l'ancienne perception de la diplomatie, c'est de tenter de marcher sur les œufs, d'être toujours dans des attitudes soft, de ne pas brutaliser, n'est-ce pas, son vis-à-vis. Mais nous, la génération d'aujourd'hui, et Jacques devait être mieux dans cette disposition d'esprit que moi-même, nous constatons que c'est un épiphénomène, parce qu'elle n'aura aucun impact sur l'avenir, n'est-ce pas, de ce que les jeunes Africains ont décidé de faire aujourd'hui. Parce que, je suis désolé de le dire, ils n'ont plus pour référence ni Paris, ni Londres, ni Washington. Merci à vous, patient parfait d'homme. Jean nous rejoint justement à l'instant. Vous voulez également réagir sur le sujet. La présence du général Lecointre au Bénin, entrant notamment dans le cadre de cette conférence, la 11e du genre des grandes chancelleries francophones et de France. Une délégation reçue en audience le 26 juin dernier par le président béninois, Patrice Talon. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonjour, M. Nguéné. Me recevez? Parfaitement, Jean. Allez-y. Merci. Vraiment, nous vous remercions. Soyez salués. Vos invités et les techniques. Et tous, M. Nguéné. Nous allons, dirigeants, mais pas seulement nos dirigeants, nous devons voir. Et effectivement, nous le faisons aussi sur ce maudit pays qu'on appelle la France. Si Patrick Talon, avec tout son orgueil d'intellectuel, de président intelligent, avec son équipe, n'avait pas écouté cet élément, ce Français, cet impérialiste, mais on se demande, mais alors, quelle information ils reçoivent alors? Celui-là qui les a insultés de moutons, vient chez lui, il le reçoit. Mais celui-là aussi qui se dit démocrate, c'est pas de la France, hein? Aujourd'hui, ils disent qu'il faut des changements, c'est la démocratie. Voilà leur démocratie, M. Nguéné. Est-ce que c'est juste que nous parlons de démocratie, que la France va signer les accords avec des accords vraiment injustes avec les pays africains et vendre l'uranium du Niger aux autres? C'est ça la démocratie. La France qui va insulter, ce général a insulté les Africains. Hein? Et il vient encore chez eux. Vous avez dit que ça, c'est ça leur démocratie. Mais ça, il y a tant de choses qui prouvent que ces gens-là ne sont pas des gens normaux. Sincèrement, ce ne sont pas des humains qui réfléchissent pas. Quand tu es humain, quand tu vois ton prochain, tu vas te voir en lui. Ce ne sont pas des humains. C'est pourquoi ils nous classent toujours comme des sous-hommes, des inhumains. Et ils nous parlent de la démocratie. Voilà la démocratie. C'est une honte qu'un pays qui ne se respecte pas, un pays qui ne regrette pas ses péchés, cette barbarie envers les autres, et qui se permet d'ici encore de donner des leçons de démocratie. Oui, nous n'avons pas la force pour frapper ce général-là au Bénin. Mais s'il est à l'écoute, n'a qu'à écouter qu'il sera frappé un jour. Si pas lui, sa génération, ses enfants seront frappés un jour de ce qu'il a dit des Africains. Tous ceux-là qui disent n'importe quoi contre le continent africain, avec leurs complices internes, seront maudits et sont maudits à jamais. Pourquoi nous parler de la malédiction? À cause de leur ventre, tout le peuple souffre. C'est une injustice. Et ça va descendre sur eux, comme des braises de feu. Ça va arriver. N'ayez pas peur. Ce général est venu nous humilier encore sur le continent africain. Avec qui? Patrick Talon,
qui se dit intelligent. Voilà. Vraiment, c'est regrettable. Nous sommes en guerre, n'ayons pas peur, ne nous fâchons pas, maîtrisons-nous. La justice divine doit venir. Ça doit venir. Nous sommes vraiment contents de ce temps que nous passons, que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse. Merci à vous, Jean Sapono, depuis les États-Unis. Merci pour votre contribution. Il était présent du côté de Cotonou en marge notamment de la 11e conférence internationale des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France. Il s'agit justement du général François Lecointre, reçu par le président Patrice Talon. Alors bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Guéné, bonsoir monsieur Parfait. Vraiment, je veux seulement vous signaler que Tchani avait raison, le général Tchani avait raison, parce que ça a affirmé que vraiment le Tutsi a une arrière-pensée avec l'AS. Donc il faut que le Niger soit fermement strict avec eux. Bon, je vous remercie beaucoup, M. Parfait, M. Guéné. Merci beaucoup. Merci également pour votre contribution. Nous allons, avec le concours de la réalisation, rester au standard, avec notamment les téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs qui souhaitent réagir ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Guéné. Oui, je vous appelle depuis la ville du Cameroun. Oui, permettez-moi de saluer vos invités. Je vais saluer Papa Parfait d'Homme, le doyen, et je vais saluer aussi notre invité à Paris. Vraiment, vu l'image de ce soir que vous êtes en train de présenter, je pense que ça démontre vraiment que ce n'est pas la population béninoise qui a mis Patrice Talon là-bas. Ce n'est pas que ceux-ci l'ont voté. On a fait miroiter à la population béninoise pour voter quelqu'un alors que c'est Paris qui a placé Patrice Talon là-bas. Ça démontre à suffisance cette image-là. C'est ce qu'il est venu dire. Patrice Talon ne peut pas lui parler fort parce que c'est lui qui a placé Patrice Talon là-bas. Comme on le dit souvent au quartier, chez nous au Cameroun. C'est lui que normal qu'il se comporte un peu. Puisque lui-même, Patrice Talon ne peut pas ouvrir sa bouche parce que lui-même il sait que c'est la France qui l'est placée à la tête du Bénin. Ça, non, on ne demande pas au pays, on impose le respect. Ça démontre à suffisant que moi, je n'ai rien. Tout ce que vous voyez là, ce qui s'appelle le club, je ne sais pas moi quoi, c'est ce qu'on appelle les clubs au franc-maçon. Moi, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. Mais si justement nos frères qui y vont là-bas devaient travailler pour le bas peuple africain, on ne devait pas avoir de problème à ce niveau-là. Mais nous nous rendons compte que quand vous regardez le plus souvent, s'il y a 100 intellectuels, comme on vient de dire, au moins, ce sont au moins 99% qui nous mettent dans cette situation que nous voyons là, qui nous amènent dans le domaine de la déprise. C'est toujours des universitaires quand vous observez. Ce sont ceux qui amènent l'Afrique dans cette souffrance et dans cette colonisation-là. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un au 21e siècle vient dire qu'ils vont rentrer coloniser les Africains et vous voyez, on est en train de le recevoir comme on est en train de le recevoir là. C'est vraiment anormal. Mais que font vraiment ces Africains-là? C'est en ça que vous comprenez que la CEDEAO, l'AES, devait éviter d'entrer à ce qu'on appelle ce que la CIA est en train de vouloir organiser, une force en attente. Il devrait se méfier de ce genre-là. Parce que Paris est en train de préparer un coup contre l'AES. Et ça démontre à suffisant ce qui est en train de se passer. On ne devrait même pas communiquer ces images-là, mais nous savons qu'en géopolitique, rien n'est pour rien. Tout ce qu'on observe en géopolitique, on doit l'analyser pour pouvoir éclairer le bas peuple. Voilà. C'est ça qui doit montrer notre grandeur. Le bas peuple béninois prenne leur responsabilité en main. Voilà. Merci pour votre contribution dans le cadre de cette émission. Je pense qu'on va avancer avec d'autres appelants également ce soir. On prend... Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir à vous et bienvenue. Il est pourtant là, ce téléspectateur. Bonsoir, monsieur Nguéné, bonsoir
au doyen Parfait d'Homme. Bonsoir Jacques. Bonsoir également à Suleiman Hamzat. Bonsoir aux Africains et bonsoir à tous ceux qui écoutent et qui regardent. Je voudrais dire avoir aujourd'hui vis-à-vis de nos ennemis. Sinon, je ne pense même pas que ça vaut la peine d'être discuté. Et le doyen l'a déjà dit que l'Afrique regarde ailleurs. L'Afrique regarde ailleurs et nous prenons tous ces débats juste dans le cadre de notre vigilance pour éviter de tomber dans les pièges. Général Lecointre, nous allons tous observer que ce sont des gens qui sont déjà couchés, ce sont des chiens couchés. Si ce n'est par égard à mon peuple du Bénin, on appellerait maître du Bénin aujourd'hui, c'est tout ce que nous avons pour lui, mais pour les actes qu'il pose, nous regardons et nous observons. Et le peuple béninois, nous sommes avec tous nos soutiens, avec le peuple béninois pour arriver à la fin, à dégager tous ces chiens couchés qui essayent de tirer l'Afrique vers le bas. Et l'observation qu'on dit que pourquoi tous ceux qui sont allés là-bas n'ont pas fait remontrance au général Lecointre, personne d'entre eux ne le fera parce qu'ils sont tous dans le même plan. Et donc il faut même pas regarder ces gens, observons et continuons notre marche comme le dit le doyen, regardons ailleurs et continuons notre marche et observons toutes ces déclarations et toutes ces démarches seulement dans le cadre de notre prudence vis-à-vis des plans de l'ennemi. C'est ce que je voudrais apporter cet après-midi comme contribution. Merci à vous. Il faudrait donc prendre cela comme des mesures préventives, entre autres. Rester surtout vigilant compte tenu justement de ce qui se prépare, notamment au sein de ces chancelleries occidentales. Notre appelant ce soir. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue à vous. Allô, est-ce que vous êtes là? On vous appelle comment? Bonsoir et bienvenue. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue sur For You Media. Ok, bonsoir. Bonsoir, Nguéné. C'est Zéphé depuis l'Allemagne. Bonsoir, Parfum d'Homme, le doyen. Bonsoir aux autres invités que je n'ai pas vus parce que je viens de prendre de vous prendre en marche. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, parce que voici des gens qui vont faire toujours que l'Afrique sera toujours en bas. Comme a dit Parfum d'Homme, on regarde ailleurs, on n'a rien à foutre avec ça. Ce sont les Béninois aujourd'hui qui doivent récolter leur souffrance, qui doivent récolter la souffrance. Sinon, les autres, nous, les autres Africains, là, celui qui veut rester sous la jupe des Français, il n'a qu'à rester là-bas. Mais de ne pas envoyer des choses comme des mercenaires dans le pays d'autrui. S'il veut, lui, il peut détruire son pays Bénin, là. Il peut détruire ça. On n'a rien à foutre avec ça. Ça ne chauffe même pas. Il peut détruire ça. Mais de ne pas s'amuser pour dire que lui, il va installer des mercenaires à la frontière, des choses du Niger, et puis ils vont ouvrir leurs frontières pour qu'ils rentrent là-bas. Non, non. C'est que vraiment, nos frères vont souffrir encore de la pauvreté. Parce que, quand même, on peut pas jouer avec l'esprit des gens. C'est la mort qui est là. Des enfants, Pourquoi? Pourquoi, comme on dit, on est maudit? C'est pas tout le monde, certains. Certains, on est maudits. Ça, c'est la moindre des choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que où on est aujourd'hui, là, on ne peut pas s'amuser. Un président qui s'amuse à mettre la merde dans un autre pays, là, il faut qu'on lui dise la vérité. Même ces citoyens, on va leur dire la vérité. Où ils se trouvent, on va les chasser des autres pays aussi. Parce que ce sont eux qui cautionnent ça. Parce que quand ton président... parce que présentement, ce qu'il est en train de faire aux Béninois, là, peut-être après son mandat, là, peut-être si les Béninois sont gentils, et puis ils vont le laisser en liberté. Sinon, on le met au nouf. Comme ça, il va respecter les citoyens de ce pays-là. Je m'arrête là, parce que vraiment, je suis un peu écœuré par rapport à recevoir un individu comme ça dans son pays, et pour dire que vraiment ce qu'il lui dit, il peut approuver ça chez les Africains. Non, non. Peut-être au Bénin, là-bas, il peut approuver, mais pas dans tous les pays africains. Ça, c'est clair.
Merci. Merci à vous. Zerfel, depuis l'Allemagne, on va encore prendre quelques téléspectateurs avant de revenir sur le plateau et évoquer la deuxième thématique de ce soir. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou. Bonsoir à toi, mon cher Nguéné, la cause panafricaniste. Bonsoir à tous les invités patients par Bendom. Avant tout propos, permettez-moi de saluer la mémoire d'un grand homme, Radji Latifou, décédé aujourd'hui en prison au Bénin pour ses opinions. Je suis en train de pleurer, mais nous allons nous mettre au-dessus de la mêlée. Ce qui est en train de se passer chez nous au Bénin, nous avons la foi et l'ultime conviction. Nous n'allons pas abandonner. Ce n'est pas parce que nos camarades sont en train de mourir, pourris, pour faute de moyens. Il était malade en prison. On a refusé de le soigner. Il est mort. Que son âme repose en paix. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné, la lutte panafricaniste, c'est une lutte de haut niveau qui est en avance sur plusieurs décennies par rapport à certains courants de pensée, à savoir la démocratie et les autres. Aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, les traites et les endocolons qui se mettent avec les impérialistes au détriment de la terre de leurs ancêtres, ils paieront. La condescendance avec laquelle ce général, le coin ou bien le coin, je ne sais pas, est en train de se coin. Regardez comment il est assis dans le bureau d'un président de la République. C'est condescendant. Cela pour voir suffit que ce que moi je dis ici, tous les jours sur Voyou, c'est vrai. C'est la France qui est à l'œuvre de notre pays. Les crises, les problèmes que nous on a contre nos voisins, c'est la France. Vous regardez le comportement d'un général face à un président de la République. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et nous mettons en garde la France. Parce que cette attitude arrogante, de condescendance qu'elle a toujours envers nous, ça va finir. Ça va finir. Nous allons y revenir. Aujourd'hui, je ne peux même pas trop parler. Je dis encore, une fois encore, que la mémoire de Radji Latifou, qu'il repose en paix, et que nous allons continuer le combat jusqu'au sacrifice suprême. Demain, peut-être que c'est ma mort qui vont vous annoncer, mais nous n'allons pas nous arrêter. Le camarade Thomas Sankara disait, vous allez tuer Sankara, il aura des millions de Sankara. Nous sommes des millions de Sankara, peut-être qu'il aura demain des millions de Sidi. Parce que ce combat, nous allons mettre l'impérialisme au service de l'obscurantisme dehors en Afrique. Ça peut nous coûter nos vies, comme ça a coûté à Radji. Passez par fin d'homme. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. For You Television, another view of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Monsieur Sidi, depuis le Bénin, nous prenons un dernier téléspectateur ce soir, un dernier appelant avant de revenir sur le plateau. Allô, bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media Africa. Peut-être que c'est ma mort qui vont vous annoncer, mais nous n'allons pas nous arrêter. Allô? Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue à vous. Allô? Oui. Oui, bonjour Monsieur Nguéné, bonjour Monsieur Parfait, bonjour Souleymane, bonjour au panel, au chat Lulendo 2, Kamat et tous ceux qui sont dessus. Serge de la France. Je dirais, si cette histoire n'était pas dramatique, elle serait risible. Parce que on sait que Talon est grillé. Et il est grillé partout. Et je pense que là, c'est vraiment de la méchanceté. C'est pas bien ce qu'il fait aujourd'hui. C'est vraiment pour le peuple béninois, c'est vraiment de la méchanceté pure. Là, ils sont assis, on dirait un club d'amis là qui sont en train de jouer parce que il y a des gens qui meurent tous les jours. Et je me demande si c'est pas une diversion, si c'est pas une distraction. Peut-être que c'est une diversion parce que c'est tellement gros et énorme qu'on se dit c'est pas possible. Une personne censée, on se dit pour que ces deux personnes-là soient là,
il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'ils sont en train de nous bluffer quelque chose au moment où ils sont en train de préparer d'autres choses ailleurs pour qu'on soit fixé sur cette histoire de Talon et de ce général Lecointre? C'est pas possible. On ne peut pas tomber sur ce piège. Donc c'est ça que je vois. Je pense que c'est une diversion ou une distraction pour qu'on en parle parce que c'est tellement énorme que tous les Africains le savent. Donc je ne vois que ça. C'est une diversion, une distraction pour qu'on en parle et ils sont en train de travailler de l'autre côté pour essayer d'attaquer l'AES autre part d'une autre manière. Parce que c'est pas possible. Ça peut pas en être autrement. Donc continuons à être ensemble et puis surveillons aussi, ne soyons pas distraits et soyons focus sur ça parce que là c'est pas possible, c'est pas possible. Et la manière dont ils sont assis, c'est vraiment irrespectueux. C'est pas un président alors, c'est pas possible. Donc voilà ce que je pouvais dire là parce que là c'est incommensurable ce qu'il fait monsieur Talon avec monsieur Lecointre là au vu et au su de toute l'Afrique. Voilà, merci beaucoup et encore merci le chat et puis merci monsieur Nguéné, merci à monsieur Parfait, monsieur Suleiman et puis tout le reste. Voilà, allez, bonne soirée encore et continuons tous. Merci à vous, Serge. On ferme le standard autour du thème récompense matérielle et financière du mérite, impacts sociaux et failles. La rencontre a donc permis aux participants venus d'une dizaine de pays francophones. Entre autres, on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, du Sénégal, du Tchad ou encore de la France. Cette rencontre a donc permis de mesurer les impacts sociaux de la reconnaissance du mérite à travers les expériences de chaque pays et de déceler les insuffisances des pratiques en question. Aussi, des solutions ont été proposées en vue notamment de réajuster et d'apporter des corrections adéquates, toutes choses devant permettre notamment l'amélioration du système de décoration dans leurs espaces. Voilà en gros l'objet recherché justement par cette 11e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France tenue du 24 au 28 juin dernier du côté de Cotonou, au Bénin, avec la participation d'un certain le général François Lecointre, ce qui nous sert d'ailleurs de transition pour évoquer sur les 18 dernières minutes qui nous restent la nouvelle réarticulation de l'armée française sur le continent africain, une armée qui vient de se doter d'un nouveau commandement pour l'Afrique, comme l'ont fait entre autres les armées américaines. Cette création survient alors que Paris prévoit de réduire à quelques centaines d'hommes sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et centrale, ceci dans le cadre de partenariats rénovés et plus direct, une mutation décidée après les cuisantes déconvenues au Sahel, inspirée du modèle américain Africom. Cette initiative peut-elle, Jacques Monumbo, améliorer la coordination des opérations françaises sur le continent africain? Peut-être commencer par Suleiman Hamzat, puisque vous êtes d'ailleurs expert en problématique de terrorisme. Alors, c'est une autre, ou du moins une nouvelle stratégie que la France voudrait donc visiblement mettre sur pied sur le continent africain, avec notamment ce commandement spécialisé pour le continent africain. Filer donc les missions isolées telles que Barkhane, ou encore je ne sais pas trop ce qu'il y a eu par le passé, parlant justement de cette présence militaire française sur le continent africain. Maintenant, elle aura un seul détachement sur le continent africain, sous le Manamzat. Est-ce que cela peut éventuellement améliorer la coordination de la présence militaire française sur le continent africain? Alors, est-ce qu'il est toujours avec nous, monsieur Hamzat? Est-ce que vous nous recevez? Alors, je pense qu'on aura l'occasion de retrouver monsieur Hamzat dans un instant seulement. Alors, Jacques Monumbo, que vous inspire cette nouvelle stratégie de Paris? On parle désormais d'un commandement spécialisé pour le continent africain. Un commandement spécialisé du modèle américain Africom, une initiative d'ailleurs qui
Ah, Monsieur Souleymane Hamzat qui nous rejoint à l'instant, sont les aléas du direct, vous me permettrez cela. Alors, Monsieur Hamzat, cette nouvelle réarticulation de la présence militaire française sur le continent africain peut-elle améliorer la coordination de ces opérations dans un contexte où cette présence en question est de plus en plus contestée? Est-ce que vous nous recevez, Monsieur Hamzat? Visiblement pas. Toujours ces difficultés liées notamment à la liaison avec M. Hamzat. Mais je préfère démarrer avec vous, Jacques Mounoumbo. Alors, que vous inspire cette nouvelle stratégie calquée? Est-ce que vous me recevez? Oui, M. Hamzat, allez-y, nous recevons. D'accord, donc je reviens. Je vous dis que c'était une information de dernière minute. La visite du général Lecointe, ce sommet-là, soi-disant qui a été, n'est-ce pas, concocté, réalisé à Cotonou, et avait un objectif précis. L'objectif précis, c'était, n'est-ce pas, la création de cette force antiterroriste, n'est-ce pas, dont le président, n'est-ce pas, mauritanien faisait appel. Vu que le G5 Sahel est tombé, il était question d'évaluer, aussi bien au plan financier, technique, matériel, au plan humain aussi, quelle était la capacité à pouvoir mettre cette force sur pied. Mais je peux vous dire, du haut de ma position, vu l'expérience du G5 Sahel, de toutes les forces qui ont suivi, n'est-ce pas, dans la sous-région, que ce serait un échec. Maintenant, pour arriver à votre question, en ce qui concerne le recommandement, n'est-ce pas, créé par la France, c'était une manière de retourner, n'est-ce pas, selon moi, aux techniques FOCAR. C'est-à-dire moins de présence, utiliser les endocolons pour déstabiliser. C'est de ça qu'il s'agit. N'allons pas loin, ne cherchons pas de grandes analyses. Il est question pour ce commandement-là, n'est-ce pas, de réduire les forces, n'est-ce pas, aussi bien en Côte d'Ivoire. Cela a été dit que le 43e DIMA devait être réduit complètement aux effectifs les plus bas, n'est-ce pas. Ceux qui se prétendent coopérants ici, que nous regardons du coin de l'œil, ceux qui sont du côté du Tchad et autres, toute cette présence massive, n'est-ce pas, doit être retirée et réduite à un commando spécial, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, de faire la sale besogne. Quand vous retournez, n'est-ce pas, au style, n'est-ce pas, du général de Gaulle avec celui que nous connaissons, le chef des Barbouzes, je veux parler de M. Foucault, vous vous rendez compte qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces bases militaires-là en Afrique. On avait, n'est-ce pas, ce qu'on appelait des coopérants militaires à l'époque, mais qui étaient impliqués dans toutes les décisions militaires que prenait notre époque. Des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, je veux citer même du haut de ma position le Mali, qui a refuté 9 des 11 accords militaires, n'est-ce pas, qui ont été signés avec la France. Je pense que le Burkina n'a même pas eu besoin de le faire. Le président Traoré, aujourd'hui, vous voyez, en l'article 5, n'est-ce pas, de ce code-là, qu'il faut nécessairement que le matériel militaire, tout ce qui est équipement, soit acheté en France. Aujourd'hui, vous voyez bien que des présidents comme Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, ont diversifié, n'est-ce pas, les partenariats en matière d'acquisition de matériel. Il y a l'Iran qui est avec eux. Il y a la Russie, vous avez de l'autre côté la Chine et puis la Corée du Nord. Donc voilà que vous constatez avec moi que ce paradigme-là est en train de s'effriter. Et pour moi, cette force, dit-on, antiterroriste, et ils l'ont bien précisé, sera une force qui n'interviendra plus, n'est-ce pas, dans les affaires de coup de force. C'est clair, ça a été écrit et mentionné. Si demain vous remarquez qu'un groupuscule de personnes qu'on ramasse par-ci par-là, sous toujours tutelle de la France, vu que le même général, vous l'avez vu dans le salon que vous voyez sur vos images là, il faut savoir que la France est toujours derrière un pilotage, n'est-ce pas, qui consiste, n'est-ce pas, à avoir une coordination, une certaine synergie d'action militaire, stratégique, dans une capacité, n'est-ce pas, de dotation en matériel, en finance, pour continuer à déstabiliser l'Afrique. Ça, il faut que cela soit clair pour nous. Moi, du haut de ma position militaire, je peux vous le dire clair et net, les États de l'AES, elle nous l'a dit, le président Ibrahim Traoré, je vous le répète, doivent se préparer à une guerre de haute intensité. Le président Assimi Goïta, lors de sa visite, n'est-ce pas, au Burkina, nous l'a dit.
Il a dit que les manœuvres de Bazès, n'est-ce pas, de déstabilisation continue, ça va du côté économique, ça va toujours du côté militaire, avec l'accord d'ailleurs de certains pays qui leur sont frontaliers, mais il faut garder la tête haute, il faut continuer le combat et surtout se mettre en tête que ce sont pour les générations à venir que nous combattons. De toute manière, comme l'a dit un intervenant tout à l'heure, on tue Sankara, vous en créez 10 millions. Et c'est le cas actuellement en Afrique, parce que vous voyez toutes les révolutions, n'est-ce pas, juvéniles qui balaient, n'est-ce pas, à tout va, tous les dictateurs, tous ceux-là qui se croyaient un dessin, n'est-ce pas, qui se croyaient des gens qu'on ne pouvait pas destituer. Vous voyez aujourd'hui que cette jeunesse-là, cette armée de courage est en toute inadéquation, n'est-ce pas, avec les décisions politiques qui sont prises. On crée une force, n'est-ce pas, antiterroriste, alors que vous, dans vos pays, même vous, le terrorisme, vous n'êtes pas frappé par le terrorisme. Le Ghana avait eu quelques actions, le Bénin, bon, de temps en temps, ça tourne, ça tue des sous-officiers et hommes de rang, mais des pays comme Ambalo, la Côte d'Ivoire et autres, ils sont fabriqués par quel terrorisme. C'est à eux de créer cette force terroriste ou à ceux de l'AES. Donc j'appelle le président de l'AES dans la détermination, la conviction, n'est-ce pas, le courage téméraire qu'ils ont de rester ensemble et surtout de parer à toute éventualité en partageant, comme l'a dit le président Assimi Goïta, le renseignement, sachant que le renseignement est la clé du chef, le partager à tous les niveaux, n'est-ce pas, que ce soit le renseignement au niveau de l'armée, le renseignement en interne, les opérations extérieures, etc., etc., que les troupes soient mobilisées et parées à toute éventualité. L'Afrique de demain sera si nous voulons une indépendance totale, ce sera une Afrique qui va d'abord passer par les guerres, comme vous le voyez au Mali là, une certaine souffrance avant d'en arriver, n'est-ce pas, à cette libération totale. Rien de bon, rien de sérieux et rien de crédible ne se fait dans le désordre, dans l'anarchie et le bordel. Si certains chefs d'État nous amènent ces mercenaires-là, qui ont en mondovision, n'est-ce pas, propagés, qui sont pour une recolonisation de l'Afrique, soyez-en sûrs, le Sahel sera leur cimetière. Voilà. Jacques Mounoubo, que faut-il attendre justement de ce commandement militaire? Une présence militaire française New Look, calquée sur le modèle américain, avec notamment Africom, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Un commandement militaire qui s'inscrit, selon l'Élysée, dans une restructuration plus large de la présence militaire française sur le continent africain. Monsieur Nguéné, les militaires qui n'ont pas de bonne idéologie politique, qui n'ont pas de bonne formation militaire, ce sont des criminels en puissance. C'est ce que disait Thomas Sankara, tout simplement. On voit très bien que le haut commandement militaire français, c'est la même chose avec l'Africom. Ils sont en train de tourner un peu vers l'Afrique de l'Ouest, un peu partout. Ils veulent se repositionner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pérenniser en fait les intérêts qui sont les leurs. Parce qu'aujourd'hui, ils voient très bien que leurs intérêts sont limités, parce que de l'autre côté, les Africains ont changé de paradigme. Ça coopère avec la Russie, ça coopère avec la Chine, et si possible avec l'Europe. Mais l'avantage qu'a eu la France, un pays comme la France, faut qu'on se le dise quand même, c'est que la France a connu un chef d'État qui était très stratège. C'est important de le rappeler quand même. Parce qu'en tant qu'Africains, nous devons nous intéresser à l'histoire. Il faut ressasser l'histoire pour bien comprendre les choses. C'est que le général de Gaulle était un héros pour la France. C'est vrai qu'il était un colonialiste pour nous, mais c'était un héros pour la France. Toute la France a fait une république. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait une bonne vision. Et sa vision n'était rien d'autre que la souveraineté de la France à tous les prix. C'est pour ça que lorsqu'il arrive aux affaires, c'est-à-dire lorsqu'il revient en 58 en France, la France est dévastée, la France est par terre. Mais qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il met en place la Constitution, qui lui permet de faire l'alternance de la 4 comme à la 5e République. Il regarde un peu les petits en âge par rapport à lui, les Valéry Giscard d'Estaing et autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'ENA, École nationale d'administration. Parce qu'il s'est dit, bon, demain, il faut que nous ayons l'élite qui va diriger le pays. Donc c'était ça en fait sa vision. Il crée l'ENA. Aujourd'hui, la majorité des dirigeants français qui dirigent le pays ne sortent pas de la Sorbonne, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Ils sortent de l'École nationale de l'administration. Il crée l'ENA, la Cour des comptes. Il va plus loin. Il se dit, bon, nous serons confrontés demain à un monde de rapport de force. Il faut mettre en place un projet sur le nucléaire. C'est lui qui met en place le projet nucléaire de la France. Ils ont fait les premiers essais en Algérie avant qu'ils aillent en Polynésie. C'est lui qui fait. Mais il y avait un truc auquel il avait martelé. Il a dit, bon, demain, il faut que nous soyons souverains énergétiquement, il faut qu'on maîtrise le pétrole. Et c'est là qu'il crée la société pétrolière qui est ELF, qui devient après ELF Aquitaine, en 67. Il crée ELF, et il avait son homme de main qu'on appelait Pierre Guillaume.
qui devient le PDG, tout ça, machin, tout. Mais la France n'avait pas de pétrole. Mais c'est quelqu'un qui avait la vision à long terme. C'est cette vision-là que nous demandons à nos dirigeants. Vraiment, je défends pas le général de Gaulle. Moi, je suis africain, je reste africain. Moi, je dois élire nos présidents. Mais on peut copier ce qui est bien. Il faut avoir une vision à long terme. Quelle est la vision à long terme pour nos dirigeants? On ne sait pas. Donc, il met en place, elle, qui devient assassine à l'époque, en 67, et ça fait le pétrole. C'est un bras armé pour la France. D'ailleurs, elle, ça a commencé en Algérie, c'est descendu au Gabon, Congo, Brazzaville, Angola, un peu partout, Cameroun. Oui, donc c'est quelqu'un qui avait une vision à long terme pour son pays. La souveraineté de la France d'abord. Il a défendu les intérêts de son pays. Et aujourd'hui, la société, elle, c'est la première entreprise économique en France. C'est l'entreprise qui a plus de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires le plus élevé, vous retrouvez ça à elle. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui est visionnaire. Et donc ces gens-là feront tout pour faire avancer leur économie néolibérale. On ne doit pas oublier cela. Même au moment où ils vont faire semblant de dormir, au moment où ils vont faire semblant de se retirer et tout. Mais si nous sommes distraits, ils vont revenir toujours vers leurs actions macabres pour pouvoir nous surprendre. Donc c'est à nous de comprendre que nous devons être aux aguets. Le haut commandement militaire français qui est en train de se reposer en Afrique, ça ne vient pas comme ça juste pour pas plaisir, mais c'est parce que c'est un plan qui a été établi, planifié, réfléchi, et ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais je pense que ça serait un fiasco parce que les temps ont changé, comme le disait Omoutoude Patronam, nous sommes dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de révélation. En fait, tout ce qui se faisait avant ne va plus se faire aujourd'hui. Ça, c'est clair, c'est normal. C'est ça que vous allez remarquer leurs dirigeants, leurs présidents, leurs ministres, leurs commandos, leurs militaires. En fait, ils disent des choses qu'ils ne se rendent même pas compte. Mais en fait, ils le disent pas parce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est la nature. Nous sommes rentrés dans une ère qui est tout à fait différente. Ce n'est plus l'ère de poisson, c'est l'ère du Verseau. Donc, les choses vont être sues et ça va avantager les Africains. Maintenant, c'est à nous de comprendre que, écoutez, le moment est arrivé, nous devons faire barrage face à je veux dire quoi, à la domination de ces gens-là. Mais pour y arriver, il faut que nous nous mettons ensemble tout simplement. Donc c'est un haut commandement militaire qui arrive en Afrique. Ça ne va pas changer la donne parce que voilà, les gens s'éveillent de plus en plus. Il y a des médias, il y a la communication qui devient de plus en plus fluide. Les gens comprennent un peu déjà ce qu'ils pensent. Donc je me dis que si ça nous d'être comment aux aguets, comprendre que bon, d'arrêter de l'Afrique, parce que voilà, les présidents comme les Patrice Talon, ils sont encore nombreux en Afrique. Vous avez les Ouattara, vous avez voilà, même chez nous un peu partout, ils sont là. Mais voilà, la vie est un choix. Nous avons fait le choix de vouloir être au service du peuple, parce que il n'y a que le peuple qui compte. Et comme disait Sankara pour citer, lorsque le peuple se mobilise comme un seul homme, l'impérialisme compte. Et la mobilisation d'un peuple dit, c'est plus que même une bombe atomique. C'est ce que vous avez vu du côté de William Ruto au Kenya. William Ruto, il a eu son compte. Vous avez vu comment que la population s'est mobilisée comme un seul homme. Donc, pour dire qu'il y a des populations qui sont dignes, qui ne veulent plus, être peut-être dominées ou encore affiliées. Donc, je me dis que voilà, c'est quelque chose que nous devons bien regarder. Et voilà, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Merci, M. Guillaume. Merci à vous, Gerbou Dombo. Peut-être pour sortir, si on parfait en une minute. En une minute, doyen. Je suis pour sortir de ce moment de l'émission. C'est normal. Bon, je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Oui. Mais apparemment, la France opte plutôt sur ce qu'ils appellent, c'est une nouvelle configuration, oui, qu'ils appellent les bases militaires invisibles. Ils ne partent pas. Nous aurons certainement le temps de mieux nous étaler là-dessus dans les prochaines éditions. Ce concept de base militaire invisible, ils sont en train de bien l'étudier. Maintenir une présence plus discrète et moins flexible. Mais plus discrète et flexible voilà, au même moment. Voilà. Donc, mais il serait un peu hasardeux de penser que la France va quitter l'Afrique comme ça parce que les temps sont durs. Non. Au contraire, ils vont réajuster, ils vont